Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. On va parler du monde des non-voyants, on va parler d'une journée qui leur est réservée le 13 octobre. Bonsoir donc aux invités, on va commencer par les dames. Jennifer Ablancourt, bonsoir. Bonsoir, moi c'est Jennifer Ablancourt. Je vais d'abord présenter tout le monde. Oui, vas-y, pardon. Merci. Rélie Wittier, bonsoir. Bonsoir Jasmine. Henri Parata, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Philippe Savagami, bonsoir. Alors, la question, c'est... on va parler du 13 octobre, bien sûr, la journée de la canne blanche, avec vous. Mais d'abord, comme on a dans cette formule, c'est vous connaître un petit peu. Les filles, d'abord, puisque Jennifer Ablancourt a voulu se lancer. J'étais pressée. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Donc voilà, depuis 2015, je suis malvoyante, et, j'ai 41 ans et j'habite au Tampon et passionnée de danse de salon et cinéma. Ah. Aurélie Boutier. Je suis instructrice de locomotion, indépendante. Je travaille sur l'île depuis 2 ans, tant avec des adultes qu'avec des enfants, et notamment avec la canne électronique, dont on va parler après. Ah, la canne électronique. Henri Barata. Moi, c'est pas Henri-Paul. Moi, j'aime comme encore en ce moment, mais malvoyant. Mais la canne me fait beaucoup de sport. C'est bien. Jean-Philippe Savagami. Et moi, non-voyant, originaire de Saint-Louis. Donc, moi, écoutez, moi, ce que je fais, c'est que j'ai suivi cours à l'école normalement, ma scolarité normale. Et puis, à 20 ans, je suis allé, puisque avec la maladie, je suis devenu malvoyant. Et donc, à partir de là, j'ai été vers les centres de formation en métropole. Aujourd'hui, vous êtes malvoyant ou non-voyant? Moi, c'est non-voyant. Aujourd'hui, non-voyant, mais suite à la maladie d'écollement de rétine. D'accord. Alors, on va juste préciser quelque chose. Il y a les non-voyants et il y a les malvoyants. Et quand on dit vous êtes malvoyant, qu'est-ce que vous voyez encore? Pour moi, c'est comme si je vois comme si quand on prend une jumelle ou bien Un trou de serrure. ou un trou de serrure, ouais. Moi, comme je suis malvoyant, je vois beaucoup flou, mais à peine. D'accord. Alors, on avait dit on a annoncé que le 13 octobre, c'est donc la journée de la canne blanche. On va juste on va juste préciser que normalement, c'est le 15 octobre, mais à La Réunion, c'est le 13 octobre pour une question de logistique. Qu'est-ce qui se passe généralement quand on parle d'une journée de canne blanche? Alors, c'est une journée internationale où, en fait, on essaye de promouvoir un petit peu la canne blanche, donc de la faire connaître, de la démystifier aussi, arrêter que les gens aient peur de cette canne, et de dire que finalement, c'est un outil à la fois de signalisation et de détection. Alors, il y a une phrase que j'ai retenue, c'est que les gens ont peur de la canne blanche. Ouais. Alors, qui a peur de la canne blanche? Est-ce que c'est les non-voyants, les malvoyants, ou ceux qui voient correctement? C'est un peu les deux. En fait, il y a à la fois la peur des bienvoyants, parce qu'ils se disent « Oh là 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 là, ce Je vais pauvre être monsieur malvoyant. ne voit rien, comment il fait, c'est terrifiant Ouais. ». Et puis à la fois, il y a cette réticence de la part des gens qui sont en train de perdre la vue, ou qui ont perdu la vue, de se dire « Bon, maintenant, voilà, je suis obligé d'utiliser cet outil, tout le monde va savoir que je suis aveugle », et il y a une forme de honte parfois. D'accord. La question à vous trois, quelles ont été les premières émotions lorsque la vue se décline? Qu'est-ce que vous avez ressenti en premier? En premier, qu'est-ce que vous êtes dit? Première émotion, pour moi, c'était la colère. C'était J'étais injuste. C'était Ouais, injuste. Oui. Ouais, Pourquoi pour- moi? Pourquoi pas? C'était égoïste que je vais dire. J'ai une sœur et un frère. Je dis pourquoi c'est tombé sur moi et pas sur eux? Henri Parata. Moi, c'est le problème, c'est que quand je suis malvoyant, je tenais que je me connais, je me suis ma tête dire pouf. Ah, oui. D'accord. Pour Jean-Philippe Savagami, ça a été... Moi, j'ai été un petit peu, si on peut dire, habitué parce que je suis devenu malvoyant en premier lieu. Moi, j'étais voyant, malvoyant et aujourd'hui non-voyant. Quand je suis tombé dans la cécité, là, je me suis dit, il faut que je m'en sorte, il faut que je me barre. Et là, j'ai écrit du courrier à ma famille en disant, si vous me voyez
vous allez voir un aveugle devant vous, mais surtout n'hésitez pas à m'encourager, ne prenez pas pitié de moi, je suis là, j'existe et je sais que je vais me battre, alors j'ai besoin de votre soutien. Il y a une phrase que vient de dire Jean-Philippe Sevagami, que pour avoir côtoyé un petit peu le milieu des handicapés, c'est la pitié. C'est sans doute le sentiment que ne veulent pas les personnes qui sont déficients. Oui. Et on ne peut pas empêcher, par contre, les gens d'avoir pitié. Et ça vous fait quoi quand vous voyez Mais, les gens avoir pitié de vous? mais quand on... D'accord, moi je veux bien que les gens ont pitié de moi, mais à condition, à côté de ça, qu'ils échangent avec moi, qu'ils me disent, ben, monsieur, à côté de ça, vous faites pitié, mais je vous encourage à aller plus loin. Je vous encourage. Et puis, ces gens-là, il faudrait aussi qu'ils se posent des questions, qu'ils nous encouragent et qu'ils essayent d'échanger avec nous. Il ne faut pas que ça soit le mot pitié et après, je prends mon chemin et je m'en vais chez moi. D'accord, Jennifer? On est souvent, on nous colle des étiquettes, hein. On est souvent comme une bête de foire, hein. On vient vers nous et quand on annonce qu'on est malvoyant ou non-voyant, ça se voit. Mais quand on annonce ça, on dit ah d'accord, oh, mais il fait pitié, les dommages. Non, on veut on veut être traité comme une personne normale. On sait faire plein de choses, on habite tout seul, on a des enfants, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe de notre ménage, on fait plein de trucs, quoi, comme tout le monde. Mais les gens s'arrêtent à l'handicap. Et c'est dommage. Comme tu m'aimes, parce qu'il y en a beaucoup qui voient le malvoyant, ils disent ah, le malvoyant, il ne paraît pas, hein. Regarde, vous voyez pour moi, non, mais c'est vrai, le malvoyant, quand le malvoyant, il dit ah, ben là, mais il est triste, hein. Il me dit bah oui, il est triste. Nous, nous, les tristes, nous verrons comment encore des. Nous pouvons dire que moi encore, si Dieu aide nous, arriver un petit peu plus loin, quelqu'un qui nous aide, on sera content. Là, quand on est... alors, dans sur ce plateau, il y a Jean-Philippe Sevagami qui a une canne. Jennifer et Henri ne l'ont pas. Non. C'est déjà programmé? Oui. Oui, ça programmé. On a déjà comment encore faire la canne, mais depuis tard, on va prendre la canne. D'accord. Parce Jennifer, que si Jennifer a déjà commencé à se préparer à avoir une canne blanche? Oui, mais c'est difficile encore de franchir ce pas-là, hein. Pourquoi? Comme l'a dit Aurélie, ça joue sur le regard des autres. Voilà. On a peur D'être que... considéré vraiment comme un handicapé? Voilà. D'accord. Voilà. Aurélie? Ce que je voulais dire aussi, c'est que la canne blanche, il peut y avoir une utilisation ponctuelle. Pour certaines pathologies où finalement on se retrouve en cécité nocturne, l'utilisation va être que de nuit. Donc par exemple, pour Jennifer et Henri, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'en journée, finalement, ils peuvent continuer à se déplacer de manière ordinaire. D'accord. Alors, la canne blanche, la définition d'une canne au départ, lorsque la canne n'était pas pour les non-voyants ou malvoyants au départ. On avait une canne parce qu'on commençait à prendre de l'âge et on avait besoin de s'appuyer sur un troisième pied, je dirais, pour avancer. Aujourd'hui, ça sert à avancer. Alors, la question à Jean-Philippe Sevagami, à partir de quel moment la canne est devenue un outil indispensable? Essentiel pour moi, à partir du moment où je suis tombé dans ma profonde cécité. À ce moment-là, je me suis dit, il me faut un centre de rééducation pour apprendre la locomotion. Et à partir de là, on nous montre comment marcher dans la rue avec une canne, comment se protéger, comment éviter les obstacles. D'accord. Alors, ce que je vais faire, je vais demander à Jennifer de prendre la canne dans sa main et de l'élever au niveau de ses... pour montrer. Et je veux surtout qu'on montre le bout là-bas. Avancer un petit peu par ici. Voilà. Ça, c'est l'électronique. Voilà. Alors, d'abord, la canne. Et après, on va parler du boîtier. Alors, PC maintenant. Jean-Philippe Sevagami, le boîtier sur la canne blanche sert à quoi? C'est un boîtier qui s'allume. Donc, il y a un allumage et qui est réglé sur 2 mètres, 4 mètres ou 6 mètres. Et qui me permet, dans la rue, quand je suis seul, de marcher avec. Et là, c'est pour éviter des obstacles. Des poubelles sur les trottoirs, ça peut être des voitures.
Tout ce qui dit obstacle, tout ce qui est par terre en obstacle. Donc, le boîtier est un détecteur d'obstacles. Alors, en fait, Oui. ce boîtier, il Oui. est équipé d'un laser et d'infrarouge. Et le cumul des deux va permettre en fait de détecter tous les obstacles. Donc ça veut dire que quand la personne va se déplacer, effectuer son balayage, le laser va venir frapper l'obstacle. Ça peut être une voiture stationnée. Du coup, la personne va ressentir une vibration et va savoir où se trouve l'obstacle, pouvoir se déplacer de manière à se mettre en sécurité et éviter d'aller au contact de cet obstacle. D'accord. Et comment on apprend à utiliser ça de manière naturelle? Combien de temps on met pour vraiment avoir cette canne en main? Ben déjà, il faut connaître la canne normale, c'est-à-dire apprendre la locomotion avec une canne normale. Et ensuite, on met le boîtier. Aurélie, donc, met le boîtier dessus. Et là, il y a une formation avec elle qui De se 20 fait. heures. Voilà. 20 heures? 20 heures. Après, si les gens ont besoin d'un petit peu plus, on peut faire quelques heures supplémentaires. Mais en général, des gens qui ont des bonnes techniques, on estime qu'en 20 heures, ils arrivent à bien comprendre tout le système et à l'utiliser dans tout type d'environnement. Parce que la question est... On croit toujours que quand on regarde les autres, on pense que c'est avec le temps, ils apprennent à le faire, ils arrivent à le faire. Mais quand on tombe dans une nécessité même temporaire, le temps de s'habituer à vivre sans la vue, ça demande quand même un laps de temps. Et le temps d'apprendre à utiliser la canne, ça demande aussi du temps. Oui, oui. Alors, il y a des rééducations qui peuvent durer des années. Ouais. Parce qu'il y a déjà toute cette phase d'acceptation, comme Oui. disait Jennifer. Donc finalement, tout ce moment-là, il est aussi très important. L'instructeur, il va pas forcément sauter à pieds joints dans les techniques. Il va déjà prendre du temps avec la personne pour caler sa relation, pour être à l'écoute de la personne, entendre ses ressentis, ses peurs, ses doutes, et tout doucement lui faire comprendre que cette canne peut devenir son meilleur ami, parce que finalement, elle va être là pour sa sécurité. Un travail de confiance en soi. Combien de temps Jean-Philippe Savagami a mis pour canne adopter la canne? Moi, je l'ai tout de suite adopté, étant donné que mon parcours n'est pas le même que celui des autres. Parce que moi, il ne faut pas oublier que j'ai été voyant, malvoyant, et aujourd'hui non-voyant. Donc, à partir de là, ben, j'ai pris la canne. La canne, c'est depuis 3 ans maintenant que je l'ai. Voilà. Combien de temps Jean-Philippe Savagami a mis pour accepter son état de non-voyant? Je l'ai toujours accepté. Pourquoi? Au départ, non, mais je suis comme tout le monde, hein, je suis humain. Ouais. J'ai mis du temps à accepter pendant peut-être 1 mois, mais après, par un beau matin, je me suis dit, il faut se battre, il faut se lever, il faut aller de l'avant. Et voilà, on n'a pas d'autre choix. Moi, je n'ai pas voulu, en me faisant opérer plusieurs reprises, à chaque fois, on me tapotait sur l'épaule en me faisant comprendre courage, courage. Et j'ai dit, ben non, écoutez, ben arrêtez, cessez vos opérations et donnez-moi une rééducation. Je vais aller en rééducation pour apprendre tout ça. D'accord. Jennifer Blancourt, je veux dire, la diminution de la vue est progressive ou pas? Oui. Ça veut dire il y a un moment, il y aura une nécessité? Il y a un moment où il y aura plus de lumière. D'accord. Mais je me suis déjà préparée à ça. Pareil pour Henri Moi, je suis Barata? pareil, parce que moi, le docteur dit, moi, plus tard, c'est comme une fenêtre qui ferme, moi, Oui. plus rien. Voilà, tout à fait. Écoute, D'accord. Vous avez déjà accepté cette... Oui, j'ai accepté. Oui. mais c'est- Mais des fois, c'est les proches. Ils ont du mal à accepter. Ouais, les approches. Du coup, ça nous Parce met qu'ils culpabilisent malheureusement, et qu'ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire. Voilà, Oui, Et c'est ça qui est difficile pour eux. c'est ça. Si vous ne pas vu ça, là? Ouais. Non, mais il connaît vraiment que les malvoyants. Vous pas vu ça? Ben écoute, Oui. regarde. Ah, Puis il y a une part d'inquiétude aussi de l'entourage. Oui, Ouais. c'est Qui normal. se dit, bah, finalement, il va se retrouver complètement aveugle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pourra plus sortir, il ne pourra plus faire des choses, il n'aura plus d'amis. On regarde toujours Après. le côté négatif Oui. de la ouais. chose. On regarde tout ce que cela va créer comme problème. On ne voit pas, on ne sait pas de voir quelle solution apporter, mais on voit que les problèmes. parce que là, Après, en ce moment, c'est que là, en ce moment, c'est que bon, du bon, là où tant qu'on gagne un petit peu, on profite.
On va nous attendre, dire, des trucs comme ça, peut-être rien qu'on saura comment encore avec un bâton, on va profiter. Encore on attend, nous tenter, on profite le plus Oui. à notre famille, Après, nos nous. amis, nos camarades. Après, nous, pour mettre la famille en confiance, tout ça, moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de montrer que j'étais capable. J'étais capable de faire telle ou telle chose. Parce qu'au début, on a commencé, ma maman commençait à me servir le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Et t'as eu peur qu'elle vienne te changer tes couches. Oui, je me suis dit, c'est pas moi. J'ai été habitué en métropole à être indépendant, à être autonome. J'ai dit non, je veux vivre mon indépendance, mon autonomie. Alors, ce que j'ai dit à ma maman, j'ai dit, écoute, ça, c'est pas moi. Je m'en vais à la capitale, sur Saint-Denis. J'ai dit, je vais dans un appartement, je vais me chercher un appartement. Et à partir de là, D'accord. ça va, j'ai démontré. On a besoin de se prouver aussi que malgré l'handicap, on reste autonome. Oui, on a besoin de démontrer tout ça. Il faut le démontrer, il faut montrer aux autres qu'on est capable. Parce que moi, je me fais comme Philippe, me fait comme ce qu'il fait, mais il est la case, mais ça va, je fais à mes. Mais faire tout, mais ça faire tout ça. Ah, qu'on s'est déjà placé, placer les repères. Voilà. D'accord. Voilà, Ok. je suis là-bas, Et ça, c'est quelque chose que il y a deux choses que un non-voyant m'a dit. Un, ne pas garer les voitures sur le trottoir. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qu'à La Réunion, nous faisons beaucoup. Ah, Et je on suis ne pense pas aux personnes non-voyants ou malvoyants. Quelle que soit voiture, poubelle. Hein. Et il y a autre chose, mais là, c'est dans la vie privée des gens. Lorsqu'il y a un malvoyant ou un non-voyant chez vous, ne changez pas les meubles de place. Voilà, c'est ça. Ça ne peut pas changer. Ça, c'est aussi... Ça peut être embêtant, mais pour la personne qui ne voit pas, reconstruire un environnement, ça demande du temps. Oui, oui. Ah, oui. Et alors, il faut penser à ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas... Et c'est ça aussi, tout à l'heure on parlait de pitié, on parlait de culpabilité. Parfois, quand on n'est pas confronté à ça, on n'y pense pas. Et c'est naturel quelque part. Voilà. Mais quand on est face à ce problème-là, ça serait bien de temps en temps de prendre le temps de se poser la question. Qu'est-ce que vous feriez à la place de la personne? Voilà, c'est pour ça. Après- Parce que moi, je ne pense pas ça, je dis, bah, écoute. Après, quelque part, je voudrais dire quelque chose aussi sur l'accessibilité. Moi, en tant que non-voyant, quand j'arrive vers des abords de bus, qu'il y ait la synthèse vocale, que dans les bus, il y ait des synthèses vocales, que les chauffeurs, tout ça, respectent les synthèses vocales. Et même vous savez, on dit souvent que les non-voyants, dans les gares, marchent sur un trait. Le trait, ça s'appelle des poteaux tactiles, qui Bandes nous de permet, des bandes de guidage qui nous permet de marcher dessus pour nous diriger. Et malheureusement, parfois, c'est abîmé, ces bandes de guidage sont abîmées avec l'usure, ou il n'y en a pas aussi. Ça arrive sur Saint-Pierre, par exemple, il n'y en a pas. Et moi, je suis obligé de me rabattre sur le mur, marcher tout au long du mur pour pouvoir trouver mon repère. Parce que malheureusement, les gares ne sont pas si rectangles que ça, si droits. Donc automatiquement, je suis obligé de me rabattre sur le mur. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de mettre en place un rendez-vous, on va dire, mensuel, pour que vous veniez rappeler à la société quelles sont les règles, quelles sont les lois aujourd'hui en vigueur, et que ça serait bien qu'ils les respectent pour le public qui en a besoin. Tout à fait. Et c'est pour ça que le 13 octobre, nous allons à la gare routière de Saint-Pierre, à Carjonne, pour pouvoir sensibiliser ces gens, tout le monde. Leur dire qu'on existe, leur dire qu'il y a des non-voyants, des malvoyants qui sont là, mais qu'on a besoin de cette sensibilisation, cette accessibilité. Et puis c'est aussi leur apprendre des petites techniques. Oui. Pouvoir par exemple guider quelqu'un dans la rue, proposer son aide de manière adaptée. Et là-dessus, Aurélie a soulevé une question importante. C'est parfois, il y a des personnes qui souhaitent apporter un soutien à une personne qui a cet handicap, mais ils ne savent pas comment aborder, comment aller vers la personne, comment proposer son aide. Et là aussi, il y a peut-être quelque chose à apporter aux personnes valides pour leur dire, si vous voulez aller porter votre aide, votre soutien à une personne dans la rue, voilà les mots qu'il faudrait dire et non pas dire n'importe quoi.
Et puis des petites manières de faire un petit peu naturelles, du style proposer son bras plutôt que de tirer la personne par le bras. Oui. C'est aussi plus confortable pour tout le monde. Tout à fait, oui, c'est vrai. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Oui, donc oui. on va profiter de cette journée aussi pour donner des conseils. Tout à fait. Éventuellement proposer aux gens de faire des parcours sous bandeau pour qu'ils se mettent en situation Oui, pendant quelques minutes de savoir ce que ça peut faire d'être non-voyant ou malvoyant. Donc voilà, cette journée est aussi là pour ça. Par exemple, pour un enfant qui est dans la rue avec sa maman, souvent l'enfant dit à la maman, « Maman, pourquoi le monsieur a une canne ?» Et la maman, il dit, « Hein, mange, t'allais m'expliquer où ?» Ouais. Il arrive. Et donc, Non, non, c'est bête, des réactions bêtes de parfois. non, la réaction, elle n'est pas bête, parce que la mère, elle est gênée. Ouais. Elle est gênée parce Faut qu'elle dire à son fils, elle va chercher les mots, elle ne sait pas quel mot elle va utiliser pour dire à son enfant c'est une personne qui est non-voyante. Voilà. Et elle va pas, il faut prendre le temps pour le dire. Et souvent, on ne prend pas le temps. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Et à ce niveau-là, on a encore beaucoup de choses aussi à apprendre. Tout à fait. En tout cas, rendez-vous donc le 13 octobre pour cette journée de Canne Blanche. Je remercie donc mes invités. Merci donc à Jennifer à Blancourt, à Aurélie Bouitier, à Henri Parata et à Jean-Philippe Sevagami, donc, qui nous a parlé de cette journée qui a lieu donc le 13. Encore une fois, n'attendez pas le 13 pour, de temps en temps, si vous pouvez tendre une main, apporter du soutien, ne le faites pas par pitié, faites-le juste par humanité ou par envie. Voilà, tout simplement. On ne mord pas. Par contre, ça, je suis pas sûr. Quand elle dit non, pas. Peut-être Jean-Philippe, mais moi je ne mords pas. Merci à vous quatre. Merci. Merci à vous quatre. On vous retrouvera sur ce plateau à un moment ou à un autre pour de nouveau aborder cette façon de voir et d'aborder la non-voyance. Donc, on aura l'occasion de vous revoir. En tout cas, merci à vous. Merci Hélène. Merci François. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt. Merci à tous.